sport à la une de ce 20h basketball. Le stade malien de Bamako en dames et messieurs remporte les finales de la Coupe du Mali édition 2023. Les deux équipes ont battu respectivement le Djoliba AC et l'AS Real de Bamako. Finale jouée cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Siragatou Sissé sera en plateau en fin de journal dans cette édition donc. C'est parti pour le concours de recrutement des auditeurs de justice. Plus de 5000 candidats sont en lice. 100 postes sont à pourvoir. Le grand format de cette édition porte ce soir sur le respect des normes dans la réalisation d'un forage. Une réalisation qui doit suivre un processus bien établi, faute de quoi les conséquences seront graves non seulement sur l'environnement mais aussi sur la santé humaine. Husseini Tunkara est allé à la rencontre des spécialistes. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le concours de recrutement des auditeurs de justice est lancé ce matin. 100 postes sont à pourvoir. Plus de 5000 candidats sont inscrits à ce concours. Et c'est le ministre en charge de la justice qui a ouvert la première enveloppe, Nouhoum Sissoko. Quel lien faites-vous entre la force et la justice? C'est le sujet unique de la première épreuve de culture générale du concours de recrutement des auditeurs de justice, session d'octobre 2023. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a donné le coup d'envoi du concours sur le site de la FDPRI, Faculté des droits privés. Donc ce concours intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, qui a prévu le recrutement sur 5 ans de 249 magistrats. Et l'année dernière, nous avons pu recruter 100 auditeurs de justice. Et pour le présent concours aussi, nous sommes en train de recruter 100 auditeurs. Nous faisons en sorte que le recrutement puisse être le plus transparent possible et nous allons recruter les meilleurs. Pour les deux ordres réunis, donc plus de 5000 candidats qui sont en train de concourir. Dans ce recrutement d'auditeurs de justice, 80 postes sont destinés à l'ordre judiciaire et les 20 autres à l'ordre administratif. Le concours se déroule ici à Bamako sur 4 sites pendant 2 jours. Nous avons besoin de procéder vraiment à des recrutements de manière continue, en ce sens que nous avons un personnel qui est vieillissant, les départs à la retraite sont très nombreux et le renouvellement ne se fait pas au même rythme. Sur le plan international, le ratio est de 1 magistrat pour 10 000 habitants. Nous sommes à 1 magistrat pour plus de 30 000 habitants. Donc cela explique en partie les lenteurs que nous avons dans la distribution de la justice et aussi les problèmes d'accessibilité de la justice. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour corriger tout cela grâce au leadership du président de la transition que nous saluons. Ce concours offre une occasion aux jeunes diplômés en droit d'intégrer le corps de la magistrature. Nous vous en parlions hier. 3 dossiers sur la table de la Cour suprême. Celui relatif à l'avion présidentiel, le dossier Paramount et celui dénommé par la justice dossier des technologies à fin de sécurité aéroportuaire. Des milliards sont détournés. Les interpellés répondent actuellement à la justice. Parmi eux, des anciens ministres. Certains sont placés sous mandat de dépôt et d'autres sous contrôle judiciaire. Dans l'extrait que nous vous proposons ce soir, le procureur de la Cour suprême revient sur le temps de la procédure, les raisons de la lenteur pour des besoins d'enquête. Mamoudou Timbo répond aux questions de Sira Batili. L'instruction préparatoire se poursuit jusqu'à ce qu'on cerne tous les contours de cette affaire-là. Déjà, il y a une dizaine de personnes qui font l'objet d'inculpation. L'information judiciaire a été ouverte à l'égard de cette dizaine de personnes, mais il y a 2 personnes seulement qui sont placées sous mandat, les autres sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, ça veut dire qu'ils sont libres de leur mouvement? Non, c'est une mesure de sûreté. L'instruction judiciaire nécessite qu'on s'assure, on ait l'œil sur les personnes qui font l'objet de poursuites judiciaires. Ils ne sont pas libres de leur va-et-vient, sinon ils peuvent gêner le travail de la justice. Ils ne vont pas faire la prison au titre de la détention provisoire, mais quand même, on va les obliger à se présenter chaque vendredi, chaque mardi, pour qu'on sache qu'ils sont à la disposition de la justice et qu'il y a un certain nombre de mesures qu'ils doivent s'abstenir de faire pour éviter de gêner le travail judiciaire. On peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont interpellées par la justice sur différents dossiers qui ne datent pas d'aujourd'hui.
Pourquoi c'est aujourd'hui que la Cour suprême est en train de poursuivre tous ces gens-là? Est-ce que c'est le temps d'enquête qui a fait qu'il n'y a pas eu de réaction jusque-là? D'abord, qu'il soit bien entendu que aucun juge en matière pénale ne peut œuvrer, travailler en marge de la loi. La loi tient compte de beaucoup de paramètres, beaucoup de considérations. Il y a un équilibrage à faire entre les droits de la personne humaine qui doit faire l'objet d'interpellation de la part de la justice, le respect de ces droits-là, qui sont garantis, protégés par la Constitution, et les nécessités de l'efficacité du travail judiciaire. Il y a un équilibre à faire. Cette même opinion publique pense aujourd'hui que la justice ne va pas souvent au bout des choses. On arrête les gens pendant 1 année, 2 ans, après on les relâche. Que répondez-vous à ces accusations? Il y a une juste mesure à observer. Il faut être professionnel. Le respect des délais, il faut être dans les délais raisonnables. Tout ce qui est excessif, tout ce qui est abus doit être banni dans le comportement des acteurs de la justice. À suivre l'intégralité de cet entretien après ce journal dans nos programmes. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la ministre de la Santé et du Développement social était à Bougouni, où elle a remis des vivres aux populations vulnérables. Colonel Assaba Diallo Touré a également rendu visite aux personnes les plus âgées et au centre de santé de Wolesebougou et Bougouni. Envoyés spéciaux Salimata Dao et Aboukone. Pour le mois de la solidarité, chaque Malien compte. Ce 27 octobre 2023, les populations vulnérables de Bougouni reçoivent leur part de vivres de la part de l'État. Un geste de solidarité perpétué depuis 28 ans. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, pour son engagement en faveur de la stabilité du pays et l'action humanitaire à travers les œuvres sociales. Nos remerciements à la marraine nationale, Mme Touré Lobo Traoré. La remise concerne 200 personnes en situation de vulnérabilité. C'est vivre 200 kits composés de 50 kg de mil, 200 bidons de 5 litres d'huile et 200 cartons de pâtes alimentaires sont répartis entre les 5 cercles de la région de Bougouni, à savoir Bougouni, Kolondjeba, Yanfoïla, Selenge et Wolesebougou. Ils sont destinés nominativement aux personnes démunies et recensées. J'invite tout un chacun à plus de solidarité en faveur de nos voisins, nos frères et sœurs nécessiteux. À la réception de ces denrées de première nécessité, les bénéficiaires affichent leur satisfaction et reconnaissance à l'endroit des autorités. Accompagnés des membres du CNT et des responsables des structures de santé et de développement social, le ministre a fait d'une pierre plusieurs coups. Après les salutations chez les notabilités à Wolesebougou, Bougouni, le colonel Assaba Diallo Touré a rendu visite aux personnes les plus âgées. Celle de Wolesebougou est née vers 1900. Elle aurait donc 123 ans. Aminata Kamara a 2 enfants. Elle, c'est Moussokoura Diakité, 104 ans, de la commune de Bougouni. Elle dit avoir fait plus de 10 enfants. Parallèlement à ses activités du mois de la solidarité, elle a visité les centres de santé pour apprécier leurs conditions de travail. D'abord, l'unité de recherche clinique de Wolesebougou. Elle constitue un dispositif très important dans le système sanitaire malien, mais également africain. C'est un centre qui a contribué au développement des 2 vaccins contre le paludisme. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est de synergiser un peu nos efforts davantage. Par exemple, si nous prenons le vaccin R21, les recherches sont en train d'être faites ici, au Mali, au Burkina Faso, au Kenya, en Tanzanie, mais les Ghanéens ont été prompts, ils ont offert la possibilité de créer une usine là-bas pour fabriquer le vaccin.
Donc le Mali peut faire la même chose, pouvoir produire le vaccin, pourquoi pas servir toute l'Afrique. Dans les centres de santé de référence, le ministre a noté des atouts, mais aussi pas mal de difficultés dans leur fonctionnement. Sur les deux salles, il y a une salle où il n'y a pas vraiment de table, il n'y a pas de scope. Donc là où il y a le matériel, il est défaillant. On est en train de construire une nouvelle maternité à nos propres frais. Maintenant, au niveau du laboratoire, il n'y a pas le matériel par rapport au VIH. C'est un centre très exigu. En plus de ça aussi, on a des insuffisances en personnel spécialisé, les spécialistes, traumatologie et puis les chirurgiens aussi généralistes. Les agents de santé ont apprécié les échanges avec le ministre qui aboutiront peut-être à la prise en charge de leurs doléances. La paix est-elle encore possible au Mali? Sinon, que deviendra le pays? Si oui, quelle nouvelle stratégie pour la paix? Thème au centre d'une rencontre d'échange entre la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali et les forces vives de la nation. Les détails avec Aguibo Koulibaly. Le livre « Une vie pour le Mali » de 207 pages, paru depuis 1 an, retrace la vie de Ahmed Mohamed Ag Amani, une vie qui mérite d'être connue par les générations actuelles et futures, pour une meilleure connaissance de l'histoire contemporaine du Mali, ses réussites et ses perspectives. Au-delà de ce livre, il s'agit de trouver une autre approche de dialogue sur la paix au Mali, d'où la pertinence de la thématique « La paix est-elle possible au Mali ?» La paix, ça se construit, ça se fabrique, et il faut beaucoup de temps. Et nous avons vécu des crises depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Il faut d'abord un pardon national. Le seul pardon, c'est le pardon de Dieu, c'est la justice immanente qui va décider. Mais pour le moment, en tout cas, il faut que nous ayons le calme et la stabilité. Il n'y a pas de développement sans la paix. Occasion pour le conférencier de passer en revue l'impact des différentes crises sur la stabilité et la paix au Mali, l'inefficacité des solutions préconisées pour le rétablissement de la paix et les nouvelles perspectives de paix pour sauver le Mali. La paix est encore possible au Mali, mais il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut rétablir la vérité historique pour que les uns et les autres se pardonnent, puisqu'on puisse cheminer ensemble. Il n'a pas la science infuse, c'est une piste qu'il propose aux Maliens. Une vie pour le Mali. Et il a choisi exprès l'anniversaire de la publication de ces livres pour convier tout le monde à cette réflexion autour de la paix qui préoccupe nos cœurs. Et il a articulé sur 3-4 points. Les crises depuis le premier président du Mali indépendant jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il y a telle succession de mésententes, de manque de concorde? Alors, revenons à la qualité d'homme. Le conférencier de conclure que la solution définitive aux crises auxquelles le Mali est confronté passe impérativement par le développement économique, social et culturel, gage de stabilité et de paix durable. Des véhicules et d'importants matériels informatiques remis au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Objectif: renforcer les capacités des institutions du pays impliquées dans l'organisation et la gestion des élections. Le don a coûté 146 millions de francs CFA. Mamadou Fane. 5 véhicules double cabine et du matériel informatique composé d'ordinateurs, d'imprimantes et de disques durs. C'est l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers le PAREM. Il s'agit à travers cette donation de renforcer les capacités des institutions maliennes impliquées dans l'organisation et la gestion des élections. Nous savons que les populations maliennes ont soif d'une vraie démocratie, une démocratie qui va livrer les dividendes de paix et de sécurité aux populations. Le PNUD, nous sommes là pour vous accompagner, bien sûr avec l'appui de tous nos partenaires et donateurs. En vous remettant officiellement ces véhicules et équipements informatiques au nom du peuple et du gouvernement japonais, je tiens à vous dire que le Japon est au cours de soutenir les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de refondation de l'État et l'organisation d'élections libres, transparentes. La remise de ces équipements va renforcer les actions du département de l'administration territoriale et de la décentralisation dans la conduite efficace et efficiente des scrutins à venir. En mettant à notre
disposition ce matériel d'une valeur de 146 730 004 francs CFA. Vous venez encore une fois d'illustrer l'exemplarité et la solidité de notre coopération. C'est un acte de haute portée qui contribuera à l'amélioration de notre performance à travers le renforcement des capacités du ministère de l'administration territoriale. Cette donation du Parem vient s'ajouter à celle déjà accordée à l'EJ, toujours dans le cadre de son appui au processus électoral financé par le Canada, le Japon, le Luxembourg, la Suède. Autre remise de moyens roulants, cette fois-ci à des ONG partenaires du programme Kigia, un programme qui contribue à l'amélioration de la santé reproductive des jeunes. Les détails avec Abibatou Dite Koyanjakite. C'est une initiative développée par l'Alliance CAEB Corded avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour une durée de 8 ans. Le programme Jeunes Leaders Santé Reproductive des Adolescents et Jeunes JL SRAJ Djigia, qui couvre les régions de Mopti, Ségou, Koulikoro et Kaï, a pour objectif d'améliorer la santé reproductive des jeunes par une meilleure information et une plus grande liberté de choix. Nous couvrons 17 cercles avec ce programme, 87 communes et 875 villages et hameaux. Dans toutes ces localités, les jeunes sont formés et encadrés et les jeunes ont eu accès à la bonne information. Pour donc faciliter le suivi et la supervision des activités sur le terrain, l'ONG CAEB remet des véhicules de service à ses partenaires de mise en œuvre du programme Djigia. Pour faire du bon travail, il faut avoir les ressources nécessaires, les ressources humaines, les ressources matérielles et les équipements nécessaires pour pouvoir donner de bons résultats sur le terrain. C'est pourquoi nous avons pensé, nous avons réfléchi, nous avons bien discuté avec notre partenaire qui est l'ambassade des Pays-Bas, qui a bien voulu mettre à notre disposition 8 véhicules. 8 véhicules dont le premier lot de 5 est destiné aux 5 premiers partenaires que sont ION, l'ONG Wale, Amid, AMSS et Yangtu. Donc nous remercions infiniment le partenaire, l'Alliance CAEB Corded. Donc nous les premiers également, nous allons vraiment prendre soin de ces véhicules comme nos autres véhicules qui sont là. Ça, c'est une assurance que je vous donne. Les donateurs promettent de doter d'autres partenaires de véhicules à condition que ceux-ci suivent l'exemple des bénéficiaires du jour. Débat sur le thème l'AUM 33 ans après, quel héritage et quelles perspectives pour l'école malienne. Une conférence suivie d'activités sportives et d'un dépôt de gerbes de fleurs au Carré des Martyrs. C'est une initiative du Cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AUM. Batraoré. L'AEM a été portée sous les fonds baptismaux le 27 octobre 1990. 33 ans après sa création, l'AEM laisse derrière un riche héritage selon le président du CRS, le Cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AEM. Ce qu'on peut retenir de la lutte de l'AEM, il est évident d'abord que la seule augmentation de bourse qui a eu lieu a été faite suite à la lutte de l'AEM. Ce qu'on peut considérer comme acquis aussi, c'est justement cet encadrement, ce multipartisme et aussi ces associations qui ont pu être créées suite à l'avènement de la démocratie. S'agissant des perspectives, les anciens du CRS suivent de près l'évolution de l'association dont ils rejettent les dérives. Il est évident qu'il y a eu des attitudes ou des pratiques que nous n'avons pas cautionnées. Et je l'ai dit et répété, qui mieux que les anciens de l'AEM pour dire cela? Nous condamnons avec la dernière guerre les violences en milieu scolaire. Nous condamnons avec la dernière guerre le changement de paradigme, que les étudiants ou les responsables des étudiants se transforment en hommes d'affaires. Nous avons vu que le bureau de coordination actuel a attribué même des bourses, disons des motos, 4 motos, aux premiers nationaux. Et ils ont mis dans les statuts et règlements intérieurs de l'AEM aujourd'hui que pour occuper certains postes au niveau du bureau de coordination, il faut être performant dans sa classe à un certain niveau.
La conférence débat est marquée par des témoignages de reconnaissance aux anciens dignitaires du mouvement estudiantin, le tout en présence d'hommes politiques invités en cette circonstance. Auparavant, les responsables du CRS-AIM avaient procédé au dépôt des gerbes de fleurs au carré des martyrs à Nyarela. Les orientations des élèves admis au DEF diplôme d'études fondamentales sont disponibles depuis cet après-midi. Elles sont diffusées à travers plusieurs plateformes. Elles sont diffusées à travers plusieurs plateformes numériques, notamment sur le site web du ministère de l'Éducation nationale, des canaux de diffusion appréciés par les élèves et également par des parents concernés. Bokari Koulibaly, reportage. L'affluence est généralement grandiose dans les cybercafés les jours comme aujourd'hui, celui de la publication des orientations des admis au DF. Pourtant, le constat est tout autre. La gérante de ces cyber de la capitale donne des explications. Je n'ai reçu aucun élève pour le moment, mais quand même j'ai essayé de voir le site, je vois que c'est fonctionnel. Peut-être c'est dû au fonctionnement du téléphone maintenant que je n'ai vu aucun élève. Si autrefois les élèves accouraient vers les écoles pour s'imprégner des résultats d'examen ou des orientations au DF, tel n'est plus totalement le cas aujourd'hui. Beaucoup font recours au site internet du ministère de l'Éducation nationale. Astan Konaté est admise au DF. Grâce au site, elle sait désormais dans quel lycée elle est orientée. Je suis allée sur le site web du ministère pour voir mon orientation. Autrefois, les admis étaient obligés de faire le rang. C'était pénible, à mon avis. De nos jours, avec la plateforme, c'est devenu très facile. Cette méthode mise en place par le gouvernement est bien appréciée. Elle est devenue une source de soulagement pour les élèves et leurs parents. Il y a certains coins de certains villages, il faut que les élèves se déplacent pour aller faire les DEF, même dans les cercles, en tout cas dans les grandes communes. Donc, franchement, si déjà il y a un moyen pour ces élèves, parce qu'on sait que pratiquement tout le monde a un téléphone, il faut le dire, même dans les coins les plus éloignés, on arrive à naviguer on arrive quand même à se connecter et à voir beaucoup de choses. Maintenant, s'il y a un site qui permettra à ces jeunes sur place de pouvoir en tout cas voir l'orientation sur place, franchement, c'est une très bonne chose parce que d'abord en termes de finances, ces jeunes-là, il faut que quand même ils se déplacent. Ça facilite les choses. Bon, quand on voit aujourd'hui, le monde se digitalise, donc il faut qu'on se développe dans ces domaines aussi, quoi. Donc moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Pour savoir l'établissement dans lequel on est orienté, il suffit de taper www.porteduc.ml. Le grand format de la rédaction ce soir, il est question du respect des normes dans la réalisation d'un forage. Une réalisation qui doit suivre un processus bien établi, faute de quoi les conséquences seront graves non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Alors comment s'y prendre? Fousseini Tunkara, Djelima Diabaté et Adama Kamara sont allés à la rencontre des spécialistes. Selon un adage tamashek, Aman Iman, l'eau c'est la vie. Cette ressource naturelle indispensable pour l'être humain est obtenue à travers plusieurs techniques, parmi lesquelles la réalisation de forages. Cette façon de faire est aujourd'hui très courante ici à Bamako et à l'intérieur du pays. La question est de savoir si ces multiples forages sont réalisés dans les normes. Malheureusement, selon les constats, plusieurs de ces réalisations sont mises en cause. Ça s'est fait vraiment anarchiquement. Souvent, personne n'est associé. Surtout, ce qui est notre souci principal actuellement, c'est surtout les forages privés que les gens réalisent chez eux et dans les champs, ainsi de suite. Cette dénonciation nous permet de comprendre que pour réaliser un fourrage, le travail ne se fait pas au hasard. Il faut des préalables. Normalement, avant de réaliser des forages, on doit chercher d'abord une autorisation de réalisation. Et il y a des procédures qui sont définies dans ces décrets-là, qui sont les conditions et les procédures d'obtention des autorisations et des concessions sur les eaux. Cette étape administrative est suivie de la phase de réalisation du forage qui répond aussi à des exigences.
Pour réaliser un bon forage, il est d'abord nécessaire de faire l'étude géophysique pour localiser le forage. Donc, dans cette recherche-là, c'est la recherche des failles, des endroits où les eaux souterraines coulent ou se trouvent. C'est ça qu'on appelle l'étude géophysique. Et quand vous trouvez le point, le coût même du forage dépend de ça. Donc, ça va aller à quelle profondeur? Très souvent, on doit faire l'étude géophysique avant même de conclure le marché d'abord. Ceux qui sautent ces étapes s'exposent naturellement à des risques selon nos spécialistes. Si le forage n'est pas dans les normes, l'ouvrage peut s'effondrer. Il peut y avoir éboulement. Mais la conséquence la plus grave, c'est la pollution des ressources en eau. La pollution de l'eau du forage avec les eaux de ruissellement, les eaux des toilettes. Il se peut aussi qu'il y a les nappes qui sont peu alimentées. Si on réalise plusieurs forages, au fil du temps, il se peut qu'on achète la nappe peut-être asséchée. Maintenant, c'est là où il y a des conséquences graves sur la nature. Mais l'autre inconvénient qui est très grave que nous constatons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Moi, je fais mon forage, je viens seulement faire la demande, il y a les procédures que je respecte, le forage vient, il fait mon forage. Lui va arrêter à la profondeur qu'il s'est convenu entre nous. Mon voisin, l'autre vient, qui a un peu de moyens par exemple, et qui est un peu exigeant, donc lui va demander à forer. Si l'autre là s'était arrêté à 60 mètres, le voisin vient jusqu'à 80 mètres. Et en cas de pénurie, qui aura plus d'eau? C'est celui qui a 80 mètres. Donc le premier déjà qui a investi ses sous, finalement n'aura pas d'eau. Pour certains, cette prolifération des fourrages, surtout quand le travail est fait anarchiquement, peut aboutir à un tremblement de terre. Une thèse pas totalement partagée par notre spécialiste en hydraulique. À mon point de vue, unanime, ça ne tient pas beaucoup. Mais il faut être regardant. Parce que le tremblement de terre aussi n'est pas parce qu'il y a les trous seulement dans le sol. C'est dû à certains phénomènes magmatiques qui se passent dans le sol. Donc moi, je pense qu'il est temps quand même de prendre ce problème-là au sérieux, que les spécialistes se prononcent, faire le rayonnement de la ville et dans chaque localité, quels sont les forages, les profondeurs surtout de forages qu'on va réaliser. La lutte contre l'implantation anarchique des fourrages reste l'une des missions de la Direction nationale de l'hydraulique pour le bien-être de la population. Au dire du directeur national adjoint de la structure, la direction sera confortée dans cette lutte quand son document politique sera adopté par le gouvernement. L'actualité à l'intérieur du pays à présent, avec d'abord ce mariage collectif à Koulikoro, précisément dans la commune de Gouni. Une initiative de la Direction régionale du développement social. Le but, inciter les populations de la zone à célébrer davantage leur union à la mairie. Atoumata Saré. La mairie de Gouni, dans le cercle de Koulikoro, a célébré le mariage civil d'une vingtaine de couples des villages de Gouni, Madina, Fégou et Kiekan pour certifier leur union devant la loi. En ce mois d'octobre qui est consacré à l'entraide, la Direction régionale du développement social n'est pas restée en marge, d'où cet acte de consolider ces unions pour le meilleur et le pire. L'acte de mariage est très important. Il résume même l'héritage du côté des enfants. Maintenant, je suis très rassuré. Personne ne peut m'inquiéter dans mon couple. Mes épouses sont à moi désormais. Le mariage civil est très bénéfique. Nous sommes en couple depuis 21 ans. Avec ce mariage civil, je suis rassurée. Un papier officiel nous unit désormais. Je salue les initiateurs d'avoir pensé à nous. Cet acte de la Direction régionale du développement social est fait en partenariat avec la mairie de la commune rurale de Gouni. Il vise à changer la mentalité des villageois vis-à-vis de l'acte de mariage qui est une pièce d'état civil indispensable pour tout couple. Nous avons compris que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire la mairie, mais souvent il y a des difficultés. Donc on a demandé à la mairie de Gouni de nous aider pour qu'on puisse faire un mariage collectif dans le cadre de ce mois. Alors tout est parti vite, la mairie n'a pas posé de problème. Ceci pour permettre à ces couples d'avoir un papier. Il y a beaucoup d'avantages, surtout pour les enfants. Beaucoup d'enfants viennent nous demander la copie du certificat de mariage de leurs parents, qui n'est pas célébré. Donc nous avons initié, c'est la seconde fois
qu'on initie des mariages collectifs dans la commune du Méguétan. Comme on le dit, une aide, petite soit-elle, est toujours la bienvenue. La célébration de cette vingtaine de mariages collectifs est une parfaite illustration dans la commune de Gouni. Heureux mariage. Création et organisation des autorités administratives indépendantes, sujet au centre d'une formation à Koulikoro. Il est également question des établissements publics à caractère professionnel. Les explications avec Boubacar Sissoko. Les cadres du secrétariat général du gouvernement sont la cheville ouvrière en matière d'élaboration de textes et de lois de la République. C'est dans ce contexte que se tient à Koulikoro ce séminaire de renforcement des capacités des cadres du secrétariat général du gouvernement. Cet atelier vise à les inviter à s'approprier les textes qui créent et organisent les autorités administratives indépendantes ainsi que ceux des établissements publics à caractère professionnel. Les autorités régionales se réjouissent de la tenue de l'atelier dans la cité de Méguétan. Le renforcement des capacités des cadres du secrétariat général du gouvernement est une impérieuse nécessité, d'où la tenue de ce séminaire qui a pour objectif général d'outiller les cadres à mieux maîtriser les processus d'élaboration des textes de création et d'organisation des autorités administratives indépendantes et des établissements publics à caractère professionnel. Les documents qui nous sont parvenus nous ont permis de voir beaucoup de choses, de nous éclairer. Donc on vous dit merci. 2 modules sont au cœur de cet atelier. Le premier est relatif à la création et à l'organisation des autorités indépendantes et le second a trait aux textes qui créent et organisent les établissements à caractère professionnel. Notre pays est résolument engagé depuis le début de la transition dans un processus de consolidation de sa souveraineté à travers de nombreux chantiers de changement et de réforme. Ces mutations socio-économiques, institutionnelles et politiques qui contribuent à la modernisation de l'État et à son développement suscitent beaucoup d'intérêt de la part de nos concitoyens. C'est pourquoi l'accompagnement et l'implication de tous, particulièrement nous, agents publics, s'avèrent nécessaires du moment où tous les grands chantiers, les grands dossiers de l'administration passent par le secrétariat général du gouvernement dont le personnel doit pouvoir faire face aux défis. Créé par l'ordonnance numéro 4001 PRM du 25 février 2004, le secrétariat général du gouvernement a pour mission d'assurer l'organisation et de veiller au bon fonctionnement du travail gouvernemental. L'atelier dure 2 jours. Il est financé par le budget national. À Ségou, visite du gouverneur sur les lieux de dépôt des dossiers pour le recrutement dans l'armée. Le contrôleur général Alassane Traoré voulait s'enquérir du bon déroulement de l'opération. Honoré Kienou. Par cette visite de terrain, il s'agit pour le gouverneur de la région de Ségou de constater de près les conditions de déroulement de dépôt et de réception des dossiers au recrutement 2023 des femmes. 5 sites à Ségou sont visités, à la garde nationale, au camp militaire, à la gendarmerie, à la direction régionale de la police, tout comme à la protection civile. L'affluence est encore de taille. Hier, nous avons enregistré à peu près 652 dossiers. Donc, les dossiers, quand ils arrivent à notre niveau, nous sommes chargés maintenant de mettre dans les fichiers électroniques. Donc, ça, c'est de vous qu'il y a un peu de problème. Aujourd'hui, je suis venu déposer mes dossiers, mais les dossiers qu'on vous a demandé de fournir, tous mes dossiers ne sont pas rendus d'abord. Je dois chercher quelque chose. C'est ici qu'on dort. Si on n'a pas prolongé, c'est risqué de ne pas être faire quoi pour moi. Occasion pour le chef de l'exécutif régional de prodiguer des conseils aux jeunes et organisateurs. Le constat, c'est que tout se passe globalement bien. C'est le lieu aussi de dire que j'ai rarement vu un aussi grand engouement, en tout cas pour l'uniforme d'une façon générale. Et ce qui est un signe fort dans le sens du sursaut patriotique et surtout dans le sens de la défense de la patrie. Le gouverneur de la région de Bougouni en visite à Oulé-Sébougou, général de brigade Keba Sangaré, s'est rendu notamment dans quelques services techniques avant d'échanger avec les forces vives du cercle. Jafar Haïdara, Djibril Bagayoko. En marge de la journée internationale de la femme rurale célébrée à Oulé-Sébougou, le gouverneur de la région de Bougouni a mis cette journée à profit pour visiter les services afin de s'enquérir des conditions de travail des agents et recenser les problèmes qui freinent le bon déroulement du service. Notre première sortie vers Oulé-Sébougou, c'était de nous enquérir d'abord des infrastructures pouvant accueillir les services
déconcentrer les services décentralisés de l'État. Ouelessebougou fait partie de Bougouni, donc il faut déjà anticiper sur tout ça. Et aujourd'hui, nous avons décidé également de venir au niveau des forces armées de sécurité et surtout au niveau de la protection civile. Aujourd'hui, notre route nationale constitue une route accidentogène. Chaque jour, les personnels du feu sont à pied d'œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle ce poste qui est là, nous sommes venus voir et leurs conditions. Cette visite a permis au gouverneur de tenir des échanges avec les autorités administratives, politiques, la chefferie. Au menu des débats, l'accent a été mis sur le développement et la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'insécurité sans précédent. Aujourd'hui, nous savons que nos forces qui sont là manquent de beaucoup de choses. Ensemble, nous allons voir comment cumuler ces forces afin de pouvoir donner le meilleur à la population. Nous allons voir comment renforcer notre dispositif, toujours avec le commandant de la région militaire de Ségasso. A rappelé que cette visite est la première du gouverneur dans le nouveau cercle de Ouelessebougou. Également en visite de terrain, la gouverneure de Sikasso, Ankourala et Niena, elle a respectivement visité un champ de coton et la plaine de production de riz et des femmes, Moustapha Doumbouya et Amadou Dolo. C'est un champ de coton installé sur 14 hectares en Gourala qui a constitué la première étape de cette mission de suivi de la campagne agricole par la chef de l'exécutif régional. Ici, les récoltes sont en cours malgré quelques difficultés, dont celles relatives à la pluviométrie. L'hivernage a connu un manque de pluie vers la fin de la campagne. Nos attentes n'ont pas été comblées, mais on ne se plaint pas. On a pu récolter pour le coton, mais aussi pour les céréales dont la culture va avec le coton. Après Ngourala, la gouverneure s'est rendue dans la plaine de Niena, qui s'étend sur 210 hectares. Elle est exploitée par 420 femmes réunies autour de la coopérative des femmes rizicultrices de Niena. La culture du riz aide beaucoup les femmes de la coopérative. Nous contribuons aux dépenses de nos foyers grâce à cette activité. En plus de la production, nous transformons les riz en couscous, en riz étuvé, en gâteau et en d'autres aliments. À Niena comme en Gourala, la gouverneure et les directeurs régionaux du développement rural ont prodigué des conseils aux producteurs et ont pris note des préoccupations. Nous constatons des poches de sécheresse et des ravageurs. J'accide sur le cotonnier, sur les parcelles des femmes de Niena. Elles sont confrontées à un problème d'eau, un problème d'équipement. Elles fournissent beaucoup d'efforts pour pouvoir produire. Elles sont confrontées également à un problème de magasins de stockage. Donc c'est une demande que je lance à tous les acteurs, à toutes les bonnes volontés pour venir en aide à ces femmes rizicultrices de Niena. La délégation conduite par la gouverneure a effectué une visite de courtoisie aux notabilités de Niena. Elle a aussi présenté des condoléances à la famille d'un adjoint au maire de Niena décédé. Sikasso accueille du 23 au 25 novembre prochain la 6e édition du Forum national de la jeune femme et de la fille, leader du Mali. Information rendue publique face à la presse par le RENAGEM, organisateur du forum. Les détails avec Abibatou Dit-Koyandiakité. C'est bien parti pour les activités de communication autour du 6e Forum national de la jeune femme et de la jeune fille leader du Mali qui se tiendra du 23 au 25 novembre prochain à Sikasso. Le thème retenu pour cette édition est « Leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille du Mali dans le contexte de la refondation ». Annonce faite par le Réseau national de la jeunesse du Mali, un choix qui a tout son sens. À travers ce forum, la jeunesse peut consacrer Sikasso comme la ville de la femme malienne. Parce qu'aujourd'hui, cette ville est dirigée par une femme gouverneure, une femme dynamique, la personne de Mme Kanté Marie. C'est pourquoi nous voulons aller à Sikasso pour célébrer la femme. Quand la femme gère, elle gère très bien. Quand la femme s'engage, elle s'engage pour la réussite. Ainsi, le forum se focalisera sur des communications en panel, des ateliers et des activités annexes. Nous avons aussi les panels sur la santé de la reproduction, la planification familiale et l'autonomisation.
Aussi, nous avons des panels sur les parcours des femmes inspirantes. L'exposition des produits et articles des entreprises tenues par des femmes, des dépistages de cancer du col, de l'utérus et des cancers du sein, les sports citoyens, des masques, des visites touristiques et la soirée culturelle. Près de 300 jeunes du réseau vont participer à cet événement pour un budget prévisionnel d'une 30aine de millions. D'ores et déjà, certains partenaires techniques et financiers tels que l'UNFPA, le projet Suède et l'ONG Tilecroix se sont manifestés. Accroître la participation citoyenne à la révision annuelle des listes électorales, objectif de la Cooper Mali, coalition des organisations partenaires pour des élections réussies. Ses membres multiplient des séances de sensibilisation pour une mobilisation massive des citoyens. Daouda Kone. La compagnie Dankou, à travers un sketch au cours de la conférence citoyenne organisée par la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali, Cooper Mali, a passé des messages pour une mobilisation massive pour le retrait des cartes biométriques sécurisées et pour un aboutissement heureux du processus électoral au Mali. Pour que ce dernier point soit, il faut une liste électorale fiable et transparente. Sa révision a démarré depuis le 1er octobre et prendra fin le 31 décembre. Nous invitons les populations à faire une mobilisation citoyenne autour de la réussite de la révision annuelle des listes électorales afin d'effectuer une série de 3 opérations. Et la première série d'opérations, c'est effectuer les transferts pour ceux qui ont changé de résidence. Deuxième opération, à procéder à des radiations pour les personnes décédées. Troisième série d'opérations, la validation des nouveaux majeurs. Le consortium de 20 ONG regroupés au sein de Cooper sera sur l'ensemble du territoire pour informer, former, sensibiliser dans le seul but de mobiliser la population autour de la révision des listes électorales. La réussite des élections aussi, c'est un moyen de réconcilier les Maliens. C'est pourquoi nous lançons encore une fois l'appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. La coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali, Cooper Mali, est soutenue dans ses actions par le PNUD à travers le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali, PAREM. L'actualité des sports dans ce 20h week-end, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahim Traoré. Alors, le stade malien de Bamako rafle tout en Coupe du Mali de basketball devant le Djoliba AC et l'AS Real en dames et messieurs. Oui, saison en or pour le stade malien de Bamako en dames et messieurs. Cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga, les dames du stade malien de Bamako ont pris le dessus 74-60 sur celle du Djoliba AC. Elle réalise du coup le doublé Coupe Championnat. Et chez les messieurs, la bataille a tourné à l'avantage du stade malien de Bamako, 78-65 devant l'AS Real. Dans ce tableau, le stade malien de Bamako fait carton plein Coupe Championnat. On écoute justement le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, au micro de notre reporter Salif Ouedraogo. Ils ont donné beaucoup de joie à voir ce match-là. Je disais au président que le niveau que nous avons, vraiment, c'est un niveau international. Les joueurs ont un niveau très élevé et je pense qu'avec un tout petit peu plus de travail, on peut rivaliser avec le monde du basketball mondial. Aujourd'hui, vraiment, c'est une belle finale que nous avons eue, que ce soit dames ou hommes, et nous sommes très fiers d'eux. Et je pense que le sport aujourd'hui, c'est vraiment le vecteur qui réunit. Vous savez, ici, beaucoup de jeunes sont venus, ainsi que tous les participants, les autres participants et invités qui sont là. Mais c'est vraiment le vecteur qui nous réunit tous ici et qui a pu rassembler le maximum de personnes. Donc nous sommes très fiers de ça et nous avons une très belle coupe qui s'est faite dans le fair play et nous sommes très heureux par rapport à cela. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite et en tout cas félicitations à la fédération. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cette interview. La saison de basket 2022-2023 s'achève en beauté. Vive les vacances! Un tour en Europe avec les championnats et pour démarrer le Classico espagnol, FC Barcelone, Real Madrid.
Oui, le 254e de l'histoire a souri au Real Madrid de 2-1 face au FC Barcelone grâce à Jude Bellingham. L'unique but du Barça porte la signature de Gundogan. Le Real Madrid est premier avec 28 points. Le Barça est troisième avec 24 points. En Allemagne, le Bayern Munich a corrigé Bochum 8-0 et pris la tête de la Bundesliga avec 23 points. En Angleterre, Tottenham ne lâche pas le morceau. Les Spurs, victorieux 2-0 de Crystal Palace, sont leaders avec 26 points devant Arsenal, vainqueur de Sheffield United 5-0. En France, Nice est leader de la Ligue 1, 22 points grâce à son succès 1-0 sur Clermont Foot. Demain dimanche, le choc des Olympiques, Marseille-Lyon. Enfin, en Italie, la Juventus Turin joue en ce moment contre le Hellas Vérone. Demain dimanche, à suivre le sulfureux Inter Milan AS Roma. Merci beaucoup, Seragatou Cissé, pour toutes ces informations sportives. À demain, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Et terminons ce journal avec une note de tristesse. Seydou Dia, technicien de l'ORTM à la retraite, est décédé à l'âge de 77 ans. Ses obsèques ont eu lieu à Magnambougou. Parents, amis et anciens collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage hier. Dossé Babadiara, reportage. Toute âme goûtera à mort, a-t-on coutume de dire. Ainsi, ce jeudi 26 octobre 2023, Seydou Dia s'en est allé à la suite d'une longue maladie. Ingénieur de formation, il a servi l'ORTM comme technicien au centre émetteur pendant la majeure partie de sa carrière. Seydou Dia, dit Seydou Koro, a été conduit ce vendredi après-midi à sa dernière demeure par une foule inconsolable après la prière funèbre. Seydou Koro avait le sens du partage. Il a tout partagé, il a tout encaissé. Dieu l'a arraché à notre affection, donc on ne peut que s'en remettre à Dieu et demander à ce bon Dieu de nous donner la force d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Né le 3 mai 1946 à Ségou, où il a fait ses études primaires, Seydou Dia intégrera en 1965 le centre Père Michel de Bamako. De 1968 à 1971, il a été mis à la disposition du centre émetteur au compte du ministère de l'Information où il gravit rapidement les échelons et devint chef de brigade. Après une spécialisation en prise de son au Burkina Faso en 1980, il revient servir au ministère des Travaux publics où il est mis de nouveau à la disposition du centre émetteur en qualité d'ingénieur de premier degré. Seydou Dia fait partie des premiers agents de la radio Mali. Seydou Dia, nous avons fait l'école secondaire ensemble. On était 6 ou 7 comme ça. Aussitôt après l'école, on a commencé à l'ORTM. Nous sommes venus en remplacement des techniciens qui étaient du temps colonial. Voilà, donc on a servi dans les centres émetteurs, à la radio et puis dans différents postes de l'ORTM. Travailleur, sociable et toujours dévoué pour le rayonnement des services publics, Seydou Dia a fait valoir ses droits à la retraite en 2009 après plus d'une trentaine d'années de service. Pour présenter nos condoléances à la famille. Personnellement, je le connais en 1964 à l'école. Jusqu'à la retraite, ça fait à peu près une cinquantaine, soixantaine d'années de vie. Mais je n'ai jamais trouvé en lui une personne agressive. Seydou Dia repose désormais au cimetière de Magnambougou. Il laisse derrière lui une épouse, une fille et 5 garçons. Dors en paix, doyen. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.